Protéger le territoire national, sécuriser les personnes et leurs biens, c'est le pilier 2 du gouvernement souminois. Et dans quelques jours, en tout cas le 11 juin prochain, ça sera l'an 1 de l'investiture de ce gouvernement. Et nous, on va en profiter pour essayer de faire une évaluation de ce deuxième pilier de ce gouvernement souminois avec la personne à qui on avait donné l'occasion, l'opportunité d'essayer de mettre en application, de mettre en pratique ce deuxième pilier du gouvernement souminois. Et pour ce faire, moi j'ai le plaisir de recevoir, dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Il sera pas que question de faire une petite évaluation. Une année, c'est à la fois beaucoup, mais peu, diront certains. Mais on parlera également des droits et libertés fondamentales ici en République démocratique du Congo, sur fond de la gestion de tout ce qui est comme parti politique. On abordera également la problématique liée à l'actualité dominante de l'heure ici. En tout cas, si on a le temps, on essaiera de parler un peu de tout ce qui fait actualité ici. Mais reparlons de votre secteur, qui est l'intérieur, la décentralisation et des affaires coutumières. Nous sommes le 11 juin 2024. Vous êtes investi par le Parlement. Ensuite, qu'est-ce que vous vous dites? D'abord, une fois que vous avez été investi et que du coup vous vous retrouvez numéro 2 du gouvernement, si je me trompe. Bon, principalement avoir la maîtrise du ministère, qui n'est pas un moindre ministère. Avoir la maîtrise et la connaissance de ces différents services, parce qu'on en a plus d'une dizaine, et avoir la maîtrise de l'ordre public surtout, et arriver à remplir la mission décrite par le deuxième pilier principalement, restaurer l'autorité de l'État, qui est une grande nécessité en République démocratique du Congo, qui a connu malheureusement une succession d'événements d'instabilité, et qui est en train de tracer son chemin, malheureusement encore dans la douleur et les difficultés de sa stabilité, à travers un processus de paix accompagné d'un processus de démocratisation des institutions, avec une succession d'élections au lendemain du dialogue intercongolais, qui a déjà eu à tracer les grandes lignes, les grandes réformes, qui s'est conclu par un pacte républicain que nous avons tous l'obligation de suivre. Donc au ministère de l'Intérieur, cette responsabilité-là de la protection de nos populations et du territoire en cette période-ci est une mission de beaucoup d'intérêt, mais une mission lourde qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de don de soi, beaucoup d'objectivité aussi, et avoir une vision assez claire et objective de ce que les Congolais veulent du Congo. Vous arrivez, vous accédez, vous trouvez déjà une partie du pays, il y avait toujours des velléités de cette agression qui s'est accrue, accentuée au fil du mois. Mais quand vous arrivez à ce ministère, qu'est-ce que vous trouvez déjà de ce qui a été fait par rapport à la situation du pays? Un certain nombre de choses. Je vous donne par exemple l'exemple de la police nationale congolaise, qui est lancée dans un processus de réforme depuis le dialogue intercongolais, avec un certain nombre d'initiatives, certains essais-erreurs, mais une dynamique avec un comité de suivi de cette réforme que nous avons pris en charge, et avec qui nous nous sommes donné la mission, l'engagement de finaliser cette réforme. Ça, c'est pour la police. Au niveau des services mêmement, ce besoin aussi de vouloir ici maintenant engager une réforme sur quoi nous sommes en train de travailler,
Sur le plan sécuritaire, il faut dire que la particularité de la République démocratique du Congo est que c'est effectivement ce pays vaste, mais ce pays qui a 9 pays frontaliers, et qui a 10 000 kilomètres de frontières. Et la frontière est identifiée aussi comme un élément de sécurité et d'insécurité. Et nous avons l'avantage d'avoir cette initiative, aussi cet encadrement de l'Union africaine qui veut que les pays africains aient des relations bilatérales ou une coopération bilatérale qui met en place des commissions mixtes entre les pays de sécurité qui se réunissent. Nous avons, nous, réussi à réactiver ce processus de relations entre les différents pays frontaliers, la plupart du moins, ou un bon nombre, pour nous rassurer d'une collaboration, d'échange non seulement d'informations, mais de rassurer de part et d'autre une sécurité mutuelle. Nous avons activé avec le Burundi, nous avons poursuivi avec la République du Congo, avec un certain nombre de réunions. Nous avons entamé avec le Soudan du Sud, et de même aussi avec la Centrafrique, la République de Centrafrique. Et nos équipes aussi de notre commission frontière, c'est aussi longuement activé aussi avec un certain nombre de pays frontaliers à travers des activités qui permettent à ce que nous puissions relancer et avec l'objectif de finaliser le marquage de nos frontières. Donc il y a bon nombre d'activités que nous avons pris comme ça. Que vous avez trouvé que vous êtes dans nous la avons continuité. boosté et que c'est une continuité. Jacques Machambati, une fois nommé, je crois parmi les premières actions que vous avez eu à faire, c'est cette campagne contre les embouteillages ici à Kinshasa. Où est-ce qu'on en est? Nous avons lancé pas une campagne contre les embouteillages, nous avons civisme routier. Nous avons lancé une campagne contre le respect des normes. Et nous l'avons partagé avec d'autres ministères sectoriels. L'idée du ministère était que la société congolaise a ce besoin de réaliser que c'est un état de droit où il y a des normes, mais nous, le citoyen est le premier responsable et la première personne à s'impliquer dans le respect des normes. C'est comme ça qu'à l'entame de notre prise de ce ministère, nous avons lancé ce signal fort qui nécessitait à ce que nous puissions ensemble nous engager à respecter les normes. Et ce qui a fait dans le partage de cette dynamique avec le ministère des Transports, nous nous sommes lancés dans le civisme routier aussi. Avec eux, nous avons pris la ville de Kinshasa comme ville pilote parce qu'elle a aussi ses réalités. Nous avons travaillé sur la problématique des embouteillages. Nous y sommes encore parce que il faut dire que c'est encore un dossier qui est sur la table et qui nous préoccupe tous. Mais le plus important ici, c'est cette volonté politique du gouvernement à prendre en charge toutes ces problématiques qui sont des problématiques multisectorielles qui nécessitent vraiment une analyse profonde et des décisions aussi politique à la mesure et à la hauteur de la problématique. Mais on a l'impression que c'est le statu quo. Est-ce que, en tout cas dans le volet police, par exemple de circulation routière, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour qu'il y ait cette appropriation de ces différentes normes que vous voulez implémenter au sein de la société? Parce que ça pose problème quand même. S'il faut parler de la police, elle a un besoin d'abord interne de réajustement. Et je venais de vous dire tout à l'heure que nous avons pris à bras le corps le dossier réforme de la police, qui est un vieux dossier. Hein. C'est bien beau de s'en plaindre aujourd'hui, mais il faut arriver à réaliser que la réforme de la police a été initiée, identifiée au dialogue intercongolais. Et c'est un processus qui ne devait pas prendre toutes ces années. C'est un processus qui, en 5 ans, devait permettre à ce que la République démocratique du Congo se dote d'une nouvelle police. Malheureusement, du dialogue intercongolais à nos jours, les différents gouvernements
n'ont pas réussi à finaliser. Et pourtant, il y a eu beaucoup de projets, hein, avec beaucoup de partenaires. Effectivement, les partenaires techniques et financiers ont toujours accompagné la République démocratique du Congo. C'est aussi des questions qui nécessitent une certaine stabilité politique et sécuritaire pour permettre d'atteindre leur bout. Nous avons pu accompagner la commission, le comité de suivi. Aujourd'hui, à cette étape-là, sur ce dossier-là, nous venons de présenter la loi de programmation parce que c'est le socle de toute la problématique de la police. La police a des difficultés vraiment de fond qui nécessitent une loi de programmation qui va permettre à ce que on retrouve les différentes réponses aux problèmes de la police. La police de roulage, par exemple, elle a un déficit en termes de personnel. Elle a un personnel aujourd'hui vieillissant. C'est une police spéciale qui nécessite des capacités aussi particulières. Donc, il va nous falloir, et nous avons déjà entamé un processus de recrutement et de formation particulier et spécial pour la police de roulage. Il faut à la police de roulage de nouveaux éléments formés. Un rajeunissement carrément. Un rajeunissement. C'est pas attrayant quand même. Comment vous allez faire pour inviter la jeunesse à adhérer? Parce qu'apparemment, ce sont pas le mieux loti de la République. Hein. Déjà, je crois que les conditions sont en train de changer. Que ce soit pour notre armée, mais aussi pour notre police, en termes de salaire, les conditions sont en train de changer. Il y a 2 mois déjà que le salaire du policier a sensiblement changé. Mais encore que nous avons aussi réussi à inscrire le policier dans le système de sécurité sociale avec la SENSAP, ce qui n'avait jamais été fait. Nous avions depuis toujours des vaillants citoyens qui se donnaient à la sécurisation de nos populations et de notre territoire en prenant des risques majeurs de leur vie professionnelle, et qui n'avaient dans cette carrière-là aucune assurance sur leur avenir, sur leur retraite, sur leur âge de vieillesse. C'est pour ça que quand vous allez dans certains de nos contrées, vous trouvez des agents de la police qui ont dépassé même l'âge ultime qui permet au physique de résister à ce travail-là, qui est un travail d'endurance. Mais aujourd'hui, par la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'agent de police nationale congolaise est inscrit à la sécurité sociale, et c'est que le jour où l'âge de la fatigue va l'atteindre, l'âge de la retraite va l'atteindre, il aura non seulement lui mis de côté, mais l'État aussi, son employeur, aura mis de côté pour lui, pour sa famille, pour ses orphelins, pour sa veuve, pour leur permettre de vivre quand il ne sera plus en mesure de travailler. Et je crois que ça, c'est attrayant. Maintenant, lorsque la loi sera votée, que nous allons la mettre en application, parce que nous avons l'ambition de recruter 90 000 citoyens congolais dans la police sur 5 ans. Et nous allons faire ces recrutements aussi en nous adressant particulièrement à la jeunesse congolaise. Nous allons aller dans les écoles pour partager avec les jeunes qui vont présenter l'examen d'État. Ça ne sera pas à la va-vite, parce qu'aujourd'hui, les recrutements tels qu'il est fait actuellement, là on ne parle pas de la police, mais au niveau de l'armée. Ça ne sera pas à la va-vite, c'est-à-dire que la réforme de la police veut éviter toutes les erreurs qu'on a connues ici, parce que à la réalité, il faut dire que le recrutement à la police s'est fait il y a très longtemps. Parce qu'un recrutement à la police, je peux dire, c'est scientifique. Le recrutement à la police, c'est comme quand vous lancez une année scolaire ou une année académique. Ça se fait selon les normes. On ne recrute pas tout le monde à la police. Il y a une loi, il y a des critères pour savoir qui peut être un agent de police. Et une fois que vous êtes agent, vous avez ces critères-là, c'est-à-dire que vous avez la capacité mentale et physique, vous faites des tests et vous entrez dans une école de police. Et puis après, il y a une académie de police, et ça se fait selon un cursus. Et quand vous avez terminé ce cursus, non pas comme ce qu'on a connu les années précédentes,
C'est là où vous êtes policier, affecté, vous pouvez faire une spécialisation, parce qu'il y a des spécialisations dans la police. Et c'est à partir du moment où on aura fait tout ça qu'on aura effectivement cette police nationale voulue par tous les Congolais. Et cette loi de programmation de la police est déjà adoptée, a été jugée recevable au Parlement. Vous attendez l'adoption, ensuite la promulgation. Vous pensez que ça peut intervenir quand, comme ça? Le Parlement, à travers le président du bureau, le président Vital Kamerhe, m'ont rassuré que ça va se faire le plus rapidement possible au cours de cette session, et je crois même d'ici 2 semaines. Si j'ai bonne mémoire, la semaine ici et la dernière semaine pour la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour finaliser ses travaux en interne sur cette loi-là. Et en principe, la semaine prochaine, nous allons revenir en plénière pour terminer le vote ou la validation de ce projet de loi. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, la République démocratique du Congo sera maintenant dotée d'une loi de programmation que nous allons exécuter, nous le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, avec le Parlement, parce que c'est l'autorité budgétaire, qui vont nous suivre et permettre à ce que tout ce que nous avons identifié dans cette loi de programmation se réalise. On termine la campagne sur le respect des normes, comme vous l'avez dit. Vous êtes lancé sur une autre campagne. Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Elle se poursuit. Elle se poursuit. On aura peut-être. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est fait jusque-là? Non, on sera satisfait lorsque, dans nos évaluations, on aura estimé avoir atteint les objectifs. Donc, elle est sur un long terme. Et je crois qu'aux évaluations en court terme, on pourra peut-être faire des communications là-dessus. Vous lancez sur une autre campagne, c'est contre le banditisme urbain, surtout à Kinshasa, l'opération Ndobo. Mais il y a toujours des colonnas. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Non, je crois que ça marche. Ça marche. C'est vrai que c'est des fois difficile à dire. L'objectif 0 en matière de criminalité, surtout dans des grandes villes, est un objectif voulu par tous les services de l'ordre public. Mais l'atteindre reste une grande préoccupation. Vous allez même en Occident, dans les pays dits développés, que ce soit en Europe ou en Amérique, lorsque vous faites des études et des analyses sur la criminalité, vous remarquerez que la problématique se trouve dans toutes les grandes villes. Mais moi, je suis d'avis que cette fois-ci, avec la police nationale congolaise, le commissariat général avec lequel nous avons travaillé, mais aussi l'inspection, nous sommes arrivés quand même à mettre en place un dispositif de lutte contre la criminalité qui a fait ses preuves. Nous l'avons réfléchi à la veille de la fin de l'année 2024. Nous avons réussi à le mettre en œuvre dans la ville de Kinshasa début décembre, avant les fêtes, parce que nous avions aussi cette crainte de passer des fêtes dans des situations d'insécurité insupportables. Et on avait cet objectif de sécuriser principalement la ville de Kinshasa dans un premier temps, mais aussi donner appui aux autres grandes villes. Et aujourd'hui, les statistiques nous ont démontré que les fins d'année se sont passées plus ou moins dans des conditions plus ou moins respectables. La criminalité a baissé. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a 3-4 semaines, on a senti un relâchement dans le commandement de la police. C'est compréhensible parce que nous étions dans une phase de mise en place au niveau du commandement national et du commandement dans les différentes provinces. Mais il faut dire que l'opération Ndobo a réussi à mettre la main à Kinshasa sur plus de 6000 délinquants. Et là, je dois souligner que la police nationale congolaise a un fichier de criminalité. C'est dire que c'est une police, malgré ses difficultés, qui travaille, qui est sur terrain et qui connaît sa population. Et grâce à ce fichier de criminalité, grâce à ce fichier qui nous a donné les habitudes et les renseignements sur les différents groupes de criminels, nous avons réussi dans un temps record et sans trop de bavures, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup,
contrairement à d'autres opérations qui se sont déroulées dans les années précédentes. Plus de 6000 personnes ont été appréhendées, près de 4000, 3800 ont été déférés devant la justice et d'autres attendent. D'autres attendent et je crois que c'est quand même un bilan, je dirais moi, avec beaucoup de modestie, plus ou moins positif. Nous avons pris cette expérience et nous sommes en train de la partager avec d'autres commissariats provinciaux où il y a des villes qui nous alertent sur le banditisme. Et là, vous faites allusion au Grand Katanga, Lubumbashi, où il y a cette exacerbation quand même de la criminalité. Congo central a eu l'avantage déjà de bénéficier de cela. Le Haut-Katanga a eu l'avantage aussi d'en bénéficier. Dernièrement, nous étions au Congo, où nous avons partagé avec le commissaire provincial cette expérience. Nous venons en appui technique et financier contre la lutte contre la criminalité. Il y a cette problématique, on parlera des souciates. Moi, qu'est-ce qui a été fait? Parce que c'est cette police de proximité, je ne sais pas si ça entre dans ce cadre-là. Et il y a beaucoup de personnes, surtout à Kinshasa, qui se plaignent. Parfois, soit il y a des souciates qui sont très mal lotis, pas très équipés, soit qui sont à proximité, mais qui n'arrivent pas à mettre un terme à tout ce qui est comme banditisme. Comment vous expliquez cela? Oui, je crois que ceux qui ont bon souvenir, ils doivent se rappeler que dès le début, nous sommes préoccupés des conditions de travail des policiers. Le policier est cet agent qui rassure la population. C'est cet agent qui marque l'autorité de l'État. C'est cet agent qui crédibilise la puissance publique. Et effectivement, il doit être conditionné déjà pour que de visu, le citoyen ait non seulement cette crainte de la puissance publique, mais aussi se sente sécurisé. C'est comme ça que nous nous sommes préoccupés et nous avons entamé des dossiers ici au ministère pour nous permettre de venir en appui au commissariat général de la police et réhabiliter des commissariats. Nous avons lancé une opération ou un projet dans ce sens-là, ici dans la ville de Kinshasa, dans un premier temps, qui concerne les 24 communes avec 240 postes de police points chauds à réhabiliter. Nous avons fait la même initiative avec les gouvernorats du Haut-Katanga et du Lualaba. Et nous sommes en train d'initier la même initiative dans la province du Congo central. Tout ça pour renforcer notre police. Donc actuellement, on compte combien de souciates que vous avez déjà réhabilités? Non, nous sommes en cours. Nous sommes en cours. Je crois que si tout va bien, d'ici 2 mois, nous allons commencer à, je ne sais pas si on aura le temps d'aller les inaugurer, s'il faut nécessairement les inaugurer, ou ça sera de l'apanage du commissaire provincial. Mais dans la loi de programmation, ça, nous avons initié cela pour ne pas prendre du temps à permettre à ce que nos policiers soient dans des meilleures conditions. Mais dans la loi de programmation, il est prévu aussi la réhabilitation et la construction des infrastructures de police. C'est une série d'actions que nous avons prises. Avec le président de la République, par exemple, nous renforçons aussi la capacité des différents commissariats provinciaux de police, ce qui fait que une dizaine, 13 provinces, si je ne me trompe pas, ont déjà été servies en termes de mobilité. Nous avons 13 provinces ont été, chacune de ces provinces ont reçu 10 véhicules. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début qui permet à ce que notre police soit effective. Soit effectif. Là, on parlait quand même, je rappelle que nous recevons le VPM, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières. On décentralise, on était trop à Kinshasa, on va en province. Lors de du dernier conseil de ministres, vous avez reçu des instructions du président de la République parce qu'il y a des velléités, l'instabilité guette encore nos provinces. Qu'est-ce qui se passe dans nos provinces? Pourquoi ça marche toujours pas? Non, là, c'est beaucoup plus en rapport avec ce que je peux identifier comme la démocratie interne au sein de nos institutions provinciales. Il est remarqué
à une année à peine de la mise en place des institutions provinciales que à la rentrée parlementaire ici, ça bouillonne. Beaucoup de... C'est du déjà vu. Oui. Vous n'avez pas mis de garde-fou? Non, il n'y a pas de garde-fou à mettre dans les débats démocratiques. Il y a beaucoup plus de la consultation, du dialogue, de la discussion à faire pour que, ensemble, avec ce sont des élus. Les députés provinciaux restent des élus. C'est une assemblée qui a ses prérogatives aussi. Mais nous, en tant que ministère et gouvernement central, nous avons aussi le devoir et la charge de nous rassurer que ces provinces ne s'engagent pas dans une instabilité institutionnelle. Parce que le développement, tel que la décentralisation le veut, le développement de la République démocratique du Congo se fait à la base. Dans les provinces, dans les territoires. Il est censé se faire à la base. C'est pas vraiment le cas. Il se fait à la base, il se construit à la base. Et on l'a palpé avec au cours du premier mandat avec le programme des 145 territoires du président de la République. Et nous devons garantir à ce que ces institutions provinciales de base soient stables pour pouvoir mettre en œuvre leurs différents programmes et projets de développement. Donc c'est l'instruction que nous avons reçue du président de la République. C'est pour ça que à chaque fois nous invitons les responsables de ces institutions à nous rencontrer pour qu'on ait avec eux des échanges et qu'on se réalise que la quiétude, la stabilité de ces provinces soit garantie. Quelles sont les provinces à problème aujourd'hui? Là, actuellement, sur la table, nous avons la province du Sampuru et celle du Sud-Ubangui. Il y a aussi dans la province du Kasaï oriental aussi... Vous avez rappelé, vous avez nommé ou choisi un intérimaire? Non. Dans la province du Kasaï oriental? Non, ce n'est pas de notre apanage. C'est au niveau de l'Assemblée provinciale que le discussion... Vous avez pris acte? Parce qu'actuellement, au niveau du Kasaï oriental, c'est pas le gouverneur élu. Son vice-gouverneur fait l'intérim. C'est un choix, donc, que vous avez entériné C'est un choix de l'Assemblée provinciale. Que vous avez pris acte. Oui. Toujours dans le cadre de ces provinces-là, faites-moi un état des lieux de la vulgarisation des textes légaux, législatifs de comités locaux de sécurité par le... Oui, ça c'est encore un très grand projet. Un très grand projet sur la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo qui va nous permettre de réguler ou de régler beaucoup de préoccupations. Entre autres, la gestion sécuritaire de nos entités de base, mais aussi il rencontre la réforme de la police à travers la police de proximité. Il faut dire que la grande innovation de la nouvelle gouvernance sécuritaire est qu'elle implique directement et pleinement le citoyen dans la gestion de la gouvernance sécuritaire. Ce ne sont pas des milices quand même, on parle. Non, pas des milices. Non, pas du tout. C'est de façon vraiment très structurée. La nouvelle gouvernance sécuritaire découle d'un décret du Premier ministre qui a été pris en 2022, qui a été suivi de 2 arrêtés du ministre de l'Intérieur que nous avons pris en 2024. Et la grande innovation, c'est qu'avant, nous étions dans des conseils de sécurité et maintenant, nous sommes dans des comités de sécurité. Les conseils de sécurité ne concernaient que les responsables des institutions publiques. Et entre eux, ils géraient la question sécuritaire. Mais avec la nouvelle gouvernance sécuritaire et les comités de sécurité, il est imposé aux responsables ou au président du comité de sécurité, le gouverneur, le maire de ville, le bourgmestre, l'administrateur du territoire, le chef de secteur, le chef de quartier même à son comité de sécurité. Il leur est exigé par les textes réglementaires
d'organiser une fois par mois un comité élargi à la base. C'est-à-dire avec quelques membres de la société civile. Les forces vives de les forces vives de la société civile siègent au comité légal au comité local de sécurité ou provincial et partagent avec les responsables des institutions, des services, la police, la DGM, l'ANER, tous les services qui sont dans le comité, ils partagent avec eux toutes les questions de sécurité. Et ils partagent l'information, ils partagent la gestion, ils partagent les alertes. Et ça renforce et ça aide même la police de proximité à mieux travailler avec les citoyens parce que ensemble ils ont la gestion de cette problématique. On parle des conseillers, rapidement des conseillers communaux. Qu'est-ce que vous allez en faire actuellement? Apparemment ils siègent plus, on ne sait plus, ils vont pas élire un bourgmestre. Ils vont élire parce que la CENI a clôturé. À quoi ils vont servir les conseillers communaux? Ils siègent même pas, ils savent pas où. Ils vont élire parce qu'avec la CENI, nous sommes en train de travailler sur ces élections-là. Et nous avons l'ambition de les organiser dans les différents chefs-lieux. Mais nous avons donné instruction aux bourgmestres et les gouverneurs de province. Nous avons donné instruction à ce qu'ils créent un cadre de travail qui permettent à ce que les conseillers communaux puissent faire leur travail dans leur circonscription et puissent participer à la gestion et à la gouvernance de leurs différentes circonscriptions. Et je crois que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, on pourra se convenir avec la CENI sur un calendrier. Donc vous tenez à ce que les conseillers communaux puissent remplir leurs droits ou devoirs également au même moment. Donc c'est pas encore fini parce que beaucoup... Non, je les rencontre régulièrement, ils ne doivent pas perdre espoir et je les encourage à faire leur travail. Au niveau du gouvernement aussi, avec Madame la Première ministre, nous concentrons à leur trouver tant soit peu, à les mettre dans des conditions de vie, à leur trouver des émoluments assez régulièrement. Je sais que c'est pas facile aussi pour eux, mais on en est pleinement conscient. On parle on vient tout à l'heure de parler des provinces qui subissent une sorte de déstabilisation institutionnelle. Bon, il y a également 2 provinces qui elles, sont sous occupation. Je parle de Nord Kivu, c'est pas l'entièreté de Nord Kivu, on peut parler de 2 villes, on parle de Goma et Bukavu. Quelles sont les nouvelles qui vous proviennent de là? Comment ça se passe là-bas? Oh, les nouvelles ne sont pas bonnes, ce sont des territoires occupés par une armée étrangère. C'est des territoires sur lesquels malheureusement nos populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles, où les droits et libertés ne sont nullement respectés. Il y a des tueries pratiquement tous les jours dans des grandes villes comme Goma et Bukavu, avec des systèmes de bouclage et de contrôle dans ces différentes villes par l'armée d'occupation. Il y a malheureusement cette initiative qu'ils ont eu de mettre en place une administration parallèle, ce qui fait que dans les contrées, le pouvoir coutumier est mis à mal. Il y a une installation d'individus qui sont là en train de remplacer le pouvoir coutumier légitime par la volonté de cette armée étrangère. Donc c'est une insécurité totale, ce qui fait que nous enregistrons un bon nombre de nos concitoyens déplacés, internes, certains sur le territoire national et d'autres en refuge dans les pays limitrophes, que ce soit l'Ouganda. C'est une politique qui est faite sciemment, on essaie de déplacer délibérément la population. Effectivement, parce que pour le remplacer par d'autres. Par un repeuplement des populations étrangères. D'ailleurs, dans les premières semaines où cette armée étrangère a eu à occuper, par exemple, la ville de Goma, dans les premiers jours d'ailleurs, ils sont passés par la démolition des camps des déplacés. Il faut pas oublier, et ça c'est quelque chose de très important. Cette guerre ne date pas de la chute de Goma. Cette guerre
nous sommes en train de la subir pour sa dernière épisode ici du M23 AFC. Nous sommes en train de la subir depuis près de 3 ans. Et depuis près de 3 ans, nos populations, des territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, ça c'est pour le Nord Kivu, ont quitté leur village et ont vécu dans des camps de déplacés pendant plus de 2 ans et demi pour dire non à cette occupation, à l'occupation de cette armée étrangère. Et les camps de déplacés étaient concentrés autour de la ville de Goma. Et lorsqu'ils sont arrivés à Goma, ils ont détruit tous ces camps de déplacés en obligeant nos populations, chacune à rentrer dans son village. Et bon nombre d'entre elles, en arrivant dans leur village, que ce soit dans le Rutshuru, Nyiragongo ou Masisi, ont trouvé des populations étrangères qui occupaient et leurs maisons et leurs champs. Voici ce qui se vit dans nos territoires occupés et que nous essayons de gérer tant bien que mal. C'est des situations assez difficiles. Et donc, la résolution de cette situation que vous venez de décrire dépend en grande partie de ce qui va se passer ou ce qui se passe dans les pourparlers, dans les tractations où le gouvernement congolais compte faire quelque chose. Oui, je crois que vous suivez, nous suivons tous toutes les démarches qu'il y a au niveau diplomatique et international dans lesquelles est engagé principalement le président de la République et son gouvernement. Et nous espérons que ça c'est un front. Il ne faut pas oublier que les forces armées congolaises aussi sont debout sur un autre front, accompagnés des vaillants Wazalendo, VDP, et toute cette population qui se met debout, de même que les Congolais qui étaient dans les camps de déplacés. C'était une façon pour eux aussi de résister à cette armée d'occupation, à cette volonté de vouloir occuper notre territoire. Et il y a toute cette dynamique qui nécessairement trouvera solution dans un avenir très proche et ramènera la paix dans notre pays. En attendant, des voix se lèvent pour dire que le gouvernement de Kinshasa a pratiquement abandonné cette population de Goma, Bukavu. Le gouvernement de Kinshasa est en train d'asphyxier cette population il a pratiquement tout barricadé, en déconnectant les circuits bancaires ou tout ça là. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'après que cette population puisse dire vous n'avez rien fait pour nous? Non, je ne crois pas. C'est une population qui, malheureusement, par l'effet des événements, connaît la problématique. Il n'y a pas moyen de desserrer la population congolaise connaît la problématique de cette volonté-là étrangère de cette armée rwandaise à vouloir s'accaparer des territoires congolais. Elle le connaît. Et nous recevons des signaux d'encouragement des populations que ce soit de Goma ou Bukavu. Nous avons pris des initiatives, elles ne sont pas abandonnées, elles le savent. Nous avons pris des initiatives. D'abord, les chefs-lieux de ces provinces, nous les avons déplacés dans des villes sécurisées. Les agents fonctionnaires de ces provinces restent alimentés et payés jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai que le circuit bancaire, nous ne pouvons pas, on a tous vu comment cette armée étrangère avec ses différents supplétifs ont voulu faire des hold-up dans nos différentes banques comme des brigands qui viennent s'enrichir pour mettre l'argent dans les poches. Donc c'est l'argent de la République, on ne peut pas l'envoyer. Et même les institutions bancaires aujourd'hui sont en difficulté de fonctionner dans une ville où il est organisé des hold-up en plein jour. Nous avons envoyé, le gouvernement a envoyé des missions pour rencontrer nos populations à distance, au Burundi par exemple. Nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons aussi envoyé des équipes dans ce sens-là qui s'occupent de toutes nos populations. Donc ce ne sont pas des populations abandonnées. Il y a eu dernièrement ici un éboulement à Fizi. Là, tel que nous sommes en train de passer l'émission, il y a une équipe du gouvernement avec des membres du ministère de l'Intérieur qui sont allés soulager nos populations à Fizi. C'est-à-dire que nous sommes restés et nous restons préoccupés par nos compatriotes partout où ils se trouvent, même dans les territoires occupés. Jacques Machabani, vous avez également dans vos attributions
je vais pas dire la gestion, mais vous occupez de tout ce qui est parti politique. Des voix se lèvent pour dire qu'il y a un recul démocratique, les droits et libertés ne sont pas respectés ici. Allusion faite notamment à tout ce qui a trait, allez, on va le dire, PPRD. Vous êtes, si pas l'un des premiers, si pas le premier ministre de l'Intérieur à demander la dissolution, pas d'un, mais de 4 partis politiques. C'est pas un recul, d'après vous? Non, non, pas du tout. C'est au contraire. Moi, je crois que c'est une avancée. Parce que le combat que nous avons toujours mené, nous qui nous sommes battus depuis des décennies pour l'avènement non seulement de la démocratie en République démocratique du Congo, mais d'un état de droit, où les normes dont je parlais tout à l'heure, où nous avons lancé une campagne pour le respect des normes, parce que c'est le plus important. Pour avoir une société civilisée qui se civilise, elle doit être consciente qu'il y a des normes et elle doit apprendre à respecter les normes. Et la grande difficulté d'un état de droit, c'est que les normes, on ne les respecte pas soi-même. Il faut savoir les faire imposer. Les partis politiques, nous les administrons au ministère de l'Intérieur. Nous les gérons au ministère de l'Intérieur. Pour créer un parti politique, il faut s'adresser au ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur vous donne un acte public qui fait que votre parti est créé et vous pouvez organiser toutes les activités qui sont dues à un parti politique sur toute l'étendue de la République. Et on vous permet même d'avoir des représentations à l'extérieur de nos frontières. Le parti politique est une association, une ASBEL, à caractère politique, qui a des prérogatives. Ces prérogatives-là lui donnent une certaine puissance dans la vie sociopolitique de la nation. Et on ne pouvait pas, on ne peut pas, et ça c'est la loi. C'est les lois, la loi qui organise les partis politiques, si je ne me trompe pas, dans son article 4 ou 5, qui dit qu'à partir du moment où un parti politique s'associe à un mouvement d'instabilisation de la République, le ministère de l'Intérieur a le devoir et la responsabilité. Les faits, moi je les faits, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui? Allez, je prends l'exemple du PPRD. De veiller. Qu'est-ce que le PPRD a fait pour mériter, allez, cette dissolution? Le leader créateur de cette organisation politique, comme tant d'autres, est en accointance avec l'armée étrangère qui occupe la République démocratique du Congo. Il fallait peut-être attendre, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a Nous pas sommes, non, non, et c'est notre responsabilité, le deuxième pilier. C'est la prévention et une sécuriser. Moi, je ne vais pas attendre que les Congolais meurent de ces faits-là pour agir. J'ai le devoir aussi de prévention. Encore que dans ce cas-là, nous sommes en plein dans les faits. Vous avez tous les éléments qui prouvent à suffisance. Vous avez cité 4 partis politiques. Oui. Je fais allusion, je vous donne le cas. Parce qu'il y en a plusieurs sur lesquels nous sommes en train de travailler. Il n'y a pas que ces 4, il y en a plusieurs. Je fais allusion au parti politique de l'ancien gouverneur du Sankuru, l'un des anciens gouverneurs du Sankuru, Mukumati, oui, qui est allé aussi faire allégeance. C'est extrêmement ridicule. Pas à l'AFC, à une armée étrangère. Son parti politique, à lui, a pris des dispositions pour se dissocier de cet acte de trahison. C'est ce qui fait que ce parti politique n'est pas dans le lot des partis sanctionnés. C'est ça l'état de droit. C'est ça les normes à respecter. Donc le PPRD, lui, n'a pas pris les mêmes dispositions que le parti de Mukumati. Il est resté attaché. Pour ce parti-là, reconnaissez quand même que nous les avions invités d'abord, après qu'ils aient fait des déclarations extrêmement dangereuses et tendancieuses. Nous les avions invités à échanger avec eux. Ils ont continué dans leur aventure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de punir tous les militants du PPRD à cause d'une seule personne? Je ne crois pas. D'ailleurs, je ne crois même pas qu'il y en a en nombre considérable pour que la société congolaise puisse être
ému de cette situation. Bien au contraire, nous, quand nous avons, après acte, observé, et je crois que vous êtes journaliste, vous devez avoir les mêmes informations que moi, c'était un acte attendu. C'était un acte attendu. Et je crois que les Congolais se posaient des questions. Pourquoi on ne sanctionne pas? Est-ce que c'était indispensable de poser cet acte au regard de la situation? Un parti politique, nous qui sommes, j'ai l'avantage d'être gestionnaire de parti politique. Un parti politique, c'est une arme puissante. Dans la situation sécuritaire dans laquelle notre pays se trouve, permettre à ce que des Congolais qui sont dans une attitude de trahison, de collusion avec une armée étrangère qui occupe notre territoire, qui tue les Congolais, qui massacre les Congolais, qui a l'ambition de faire de ce pays un mouroir, permettre à ce que des Congolais s'organisent politiquement sur toute l'étendue du pays, c'est extrêmement dangereux. Vous parlez avec ces Congolais-là qui tuent à Doha, c'est ça que disent certains. Parler avec eux pour trouver une solution. Mais pourquoi vous Pour trouver une solution de sécurité, de paix pour notre population, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais permettre à des Congolais qui s'engagent dans la traîtrise avec une armée étrangère pour les ambitions de ce pays étranger, personne ne peut le permettre. Où est-ce qu'on en est maintenant dans la procédure? Ils ont déjà été suspendus. La justice est saisie. La justice est saisie. Vous êtes désengagé de ces... Donc, nous attendons les décisions qui seront prises en justice, que je ne connais pas. C'est aux juges, dans leur indépendance, de décider ce qu'ils vont faire. Mais nous avons sollicité la dissolution de ces partis politiques. On parlait tout à l'heure du PPRD, de son président. Est-ce que Joseph Kabila est à Goma? Mais pourquoi il faut lire le réquisit, la requête. On est le 26, j'enregistre cette émission le 26 mai, et je pose la question, le 26 mai, est-ce que Joseph Kabila est arrivé à Goma le 25? Avant, ce que je peux vous dire, avant le 26 mai, il y a été plus d'une fois. Et le 26 mai, actuellement, il est à Goma? Il y est. C'est connu. Il y est en venant du Rwanda, escorté par cette armée d'occupation, protégé par cette armée d'occupation. C'est des actes très graves pour quelqu'un qui a occupé les fonctions de président de la République, qui a prêté serment. C'est des actes extrêmement graves. Je crois que personne ne pouvait s'imaginer qu'un ancien président pouvait être le supplétif d'une armée d'occupation. Quelles sont les conséquences qui encourent le fait maintenant? Non, je crois qu'il y a des procédures qui sont en cours. Donc du côté du ministère, qui ne dépendent pas de nous. De vous, mais vous, en tant que, très brièvement, je n'aurais pas voulu faire cette interview avec Jacquemain Chabani politique, mais vous, on sait que vous l'êtes, vous l'avez dans le sang, on sait que vous avez milité. Il a fait une sortie médiatique, il a traité le régime Tshisekedi de tout le nom, de tyrannique, de dictature. Quelle est l'analyse que vous avez fait de sa sortie médiatique, en tout cas si vous l'avez suivi? Bon, je viens de décrire les actes de la personne. Et je crois que le Congo regrettera infiniment de l'avoir eu comme président de la République. C'est une erreur de l'histoire. Et vous, de l'avoir eu comme partenaire, vous, UDPS, de l'avoir... Mais c'est ça le regret du Congo. Le Congo regrettera infiniment d'avoir eu ce personnage comme président de la République qui se retourne contre la République, qui fait allégeance à une armée d'occupation, qui devient le supplétif d'une action comme celle-là, qui terrorise la République démocratique du Congo, qui n'arrive même pas à reconnaître que le sang des Congolais a coulé sur le sol qu'il est en train de fouler. C'est une hypocrisie difficile à définir. Un jour, vous pouvez parler, quand je dis le régime de Kinshasa, pourra parler avec lui comme il le fait avec les autres à Doha? Bon, le monde politique a aussi ses réalités. La réalité aussi, c'est que il y a cette recherche de paix et de stabilité, non seulement pour nos populations et notre pays, la sous-région. Ce que l'avenir nous réserve
seul Dieu le sait, pardon. Mais là maintenant, en temps présent, je crois que c'est, et il faut même pas trop en parler. Alors on va terminer cette émission, mais je crois que vous allez répondre à quelques questions qu'on va tirer sur ces citations que moi j'ai vues ici, sur votre bureau, parce que nous faisons cette émission dans vos locaux. Faire de la République démocratique du Congo un havre de paix et de sécurité, est-ce le cas? C'est l'ambition. C'est l'ambition du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est des défis parce que nous nous retrouvons face à une difficulté, une crise d'insécurité voulue par certaines puissances, par le Rwanda principalement, et par la traîtrise de certains concitoyens qui ont brisé le pacte républicain, qui n'ont pas voulu participer à la construction de ces ambitions-là, qui sont sortis du cadre républicain pour faire ce qu'on s'était juré de ne plus jamais refaire, de ne plus jamais faire revivre à nos populations, à la dernière grande rencontre du dialogue intercongolais, où on avait ces belligérants. D'ailleurs, la plupart sont encore acteurs aujourd'hui. On s'était promis de ne plus jamais prendre des armes et que tout se gérerait par la politique, la démocratie, les élections. Ils ont fui les élections parce qu'ils étaient à Bunagana, en train de cogiter et réfléchir comment s'armer davantage pour martyriser le peuple congolais, en s'imaginant que c'est leur affaire, c'est leur boutique, et que nous sommes des choses à eux. Mais c'est l'ambition du président et nous sommes convaincus, il est pleinement convaincu que le Congo sera cet havre de paix et de sécurité. Nous y travaillons. Intensifier la lutte contre la criminalité par la révision de la cartographie territoriale. Oui. Des grands projets comme la nouvelle gouvernance sécuritaire sont ces projets qui vont nous amener à réaliser cela, mais aussi la loi de programmation qui est entre les mains des élus du peuple, des élus nationaux, vont nous aider à réaliser cela. Et on parlait, quelqu'un m'a soufflé qu'il serait également question de rétablissement des écoles de la police dans le cadre. Oui, effectivement, nous venons nous-mêmes déjà de réhabiliter l'école Kapalata de la police nationale congolaise dans la ville de Kisangani. Une territoriale de proximité adaptée aux enjeux actuels pour plus de cohésion et de cohabitation pacifique entre les communautés. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais cette problématique entre les Mobondos qui continue. Une année après votre avènement, et à l'Est, n'en parlons même pas, mais au centre également, c'est une épidémie dans nos territoires et au sein de nos communautés. À certains endroits, effectivement, c'est une problématique assez importante, mais nous avons l'avantage d'avoir la politique nationale des règlements des conflits que nous sommes en train d'appliquer. Nous avons déjà fait beaucoup d'avancées dans la Grande Orientale, la Chopo, où nous avons tenu un forum de paix. Là, nous revenons d'une itinérance dans le Kwango, où nous avons pris le temps d'écouter tout le monde, mais il faut dire que j'ai hérité d'un dossier ici au ministère, de mes prédécesseurs que je suis en train de suivre, et nous allons très prochainement organiser le forum de paix dans cette province du Kwango, mais nous allons le faire aussi après les itinérances au Kwilu et au Maïndombe. Nous organiserons dans ces trois provinces des forums de paix qui vont nous permettre de globaliser après la problématique Mobondo, conflit Tekeyaka, conflit Nunu Tende, et je reste convaincu que nous arriverons à des conclusions heureuses qui permettront à ce que les communautés vont reprendre cette vie. Elles avaient eu l'habitude de vivre ensemble, mais c'est des différends qui ont été mal gérés que nous allons gérer. Mais juste un petit mot, parce qu'on est vraiment à la fin de cette émission. J'ai oublié de vous poser la question, c'était par rapport aux partis politiques.
cette problématique justement des jeunes, des militants des partis politiques qu'on assimile actuellement aux milices de certains partis politiques, ça pose problème. Comment vous comptez résoudre cette problématique? Quand on parle milice, on voit les forces du progrès, que tout le monde est en train de la force du progrès que tout le monde pointe du doigt actuellement. Comment on fait pour mettre fin à tout cela au sein des partis politiques? Bon, c'est une problématique sociopolitique de notre pays sur laquelle le ministère travaille, parce que nous avons ici au ministère le secrétariat général chargé des partis politiques, et nous sommes sur un projet d'organiser une série de réunions avec les responsables de partis politiques pour les interpeller davantage sur cette question-là. Il y a un certain nombre de partis politiques que nous avons déjà identifiés à travers certaines provinces et certaines villes qui ont des capacités non seulement de mobilisation mais de gestion des... De nuisance, vous voulez dire. Vous avez à Kinshasa peut-être la force du progrès, à Lubumbashi vous avez Jeune Afek, ils sont comme ça, ils ont une forte capacité de nuisance. Et oui, c'est des partis qui ont des capacités de mobilisation, qui gèrent notre jeunesse. C'est aussi assez complexe et ça concerne même en dehors des politiques des questions d'ordre socio-économique, de prise en charge de notre jeunesse. Et il faut dire que avant la gratuité de l'enseignement, nous avons eu quelques décennies où la jeunesse congolaise n'était pas prise en charge par l'État. Ce qui fait que nous avons un nombre assez important de jeunes non encadrés et qui fait que malheureusement dans des moments de grande tension politique, les acteurs politiques les prennent en charge. Ces questions ici n'ont pas commencé. Aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt ce qu'on appelle la force du progrès, qui est aussi une nébuleuse. Hein. Il ne faut pas nécessairement croire que force du progrès, aujourd'hui, c'est UDPS. Ça va au-delà de cela. Parce que tout acteur politique, lorsqu'il veut faire un rassemblement, il se retourne vers la jeunesse. Et ce ne sont pas nécessairement des militants. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu des bérets rouges qui ont même été institutionnalisés, qui ont même vandalisé de la façon la plus publique des églises et qui ont fait des choses dont il ne faut même pas se rappeler et parler publiquement. Donc c'est un problème social qu'il faut savoir prendre en charge. Et nous avons identifié des instructions et des indications à donner aux partis politiques pour permettre à ce que notre jeunesse soit encadrée autrement, surtout dans le domaine politique, qui ne l'amène pas à causer des actions d'insécurité autour des activités des partis politiques. Jacques Machabani, je vous remercie. Je vous dis merci aussi pour l'invitation. Je rappelle que le 11 juin prochain, vous totaliserez une année à la tête de ce ministère et du 10 au 12, je crois que c'est la 12e conférence de gouverneurs qui aura lieu à Kolwezi. Oh là là, merci de nous avoir reçus dans vos bureaux, dans votre cabinet. On remercie les téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions, on sera toujours là en attendant. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité.